je note aussi une certaine attirance pour quelques pratiques qui vont à l'extrême, qui vont le plus loin possible. Je pense à Chris Burden le fait qu'il se fasse tirer une balle dans le bras. On sent une certaine attirance aussi pour aller le plus loin possible, au même titre que dans l'art minimal, on sent une attirance qui va jusqu'au presque rien, ou aller chercher la forme dans son essence la plus minimale pour le minimalisme. Et je trouve très intéressant le fait que vous nous dites à ce moment-là, dans celle qui s'appelle, sur l'art minimal… Signs and Wonders. Voilà, où vous en arrivez avec, là c'est des ombres chinoises, et c'est magnifique, à évoquer le pointillisme comme une tendance essentielle. C'est quelque chose qu'on a pu entendre aussi à une époque, quand on découvrait aussi l'art des machines, avec ce côté un peu scientifique, art et science, qu'on a un peu perdu, et j'étais très heureux de vous voir pointer le pointillisme. Alors, c'est vrai que dans mon travail, j'ai toujours fait des liens, alors je l'ai dit, avec d'autres champs de la connaissance, de la pensée, d'autres formes même d'expression, mais également avec l'histoire de l'art. C'est très intéressant de ne pas penser uniquement en rupture. Et sur cette conférence à laquelle vous faites allusion, Signs and Wonders, j'étais reparti sur finalement les signes élémentaires, les signes vraiment basiques qu'on pouvait retrouver comme une sorte de signe secret. Hein. Donc c'était très inspiré des mystiques, très inspiré des signes kabbalistiques, de voir est-ce qu'il n'y avait pas des signes cachés qui se retrouvaient dans les œuvres d'art. Et pour ça, j'avais refait une relecture un peu de l'histoire moderne de l'art, on va dire, qui passait par le minimalisme et l'art conceptuel, et qui reprenait finalement une base qui était l'idée de comment on en retourne à le point essentiel, et le point, c'est le point du pointillisme, hein, et qui allait se développer vers la question de la ligne droite, la ligne, le carré, etc., qui a amené à l'art minimal et à l'abstraction géométrique. Et j'étais reparti du point comme, je dirais presque une sorte de… Alors, c'était un jeu, je ne suis pas historien de l'art, donc c'était de la spéculation évidemment, hein, romantique un petit peu ou poétique, hein, qui repartait de l'idée qu'il y aurait comme un Big Bang. Un Big Bang à partir après ou au moment, on va dire, du moment de la modernité artistique, hein, de la fin du 19e, hein, autour de l'impressionnisme, et qu'on retourne sur le point. Comment le point ? Alors le point, c'est intéressant parce que le pointillisme, il amène aussi à cette question de la rétine, hein, de l'œil. Il est en lien évidemment avec la question de la photographie qui arrive à la même époque. Mais c'est vrai que je trouve intéressant quand on parle d'histoire de l'art et que souvent on fait des ruptures, hein, on dit ben voilà, il y a quelque chose qui se passe au début du XXe siècle, Marcel Duchamp, qui brise les choses. En fait, de repartir sur l'idée que rien n'est jamais totalement créé, ni d'ailleurs totalement la même chose, mais que du coup, évidemment, repartir sur le pointillisme me permettait finalement de l'idée d'un niveau presque, je dirais, oui, un Big Bang, de repartir à l'essence même de l'image, le point qui va après se redévelopper. Et c'est pour ça que j'étais parti de ce pointillisme. Et puis sur ce que vous dites sur ce côté un petit peu radical, c'est sûr que moi je me suis intéressé à l'art parce que c'est ce qu'on ne voit pas ailleurs. L'art contemporain, l'art moderne, c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué, hein, sachant que je n'avais pas de culture de l'art moderne ni contemporain, mais en tout cas, je voyais des choses dans les musées, dans les galeries, dans les centres d'art qu'on ne voyait pas ailleurs. Et c'est ce que vous appelez peut-être la radicalité, c'est ce que j'appelle peut-être aussi la différence, hein. On voyait des formes un peu différentes, et par rapport à ces formes, c'est vrai qu'on va dire une certaine forme alors si ce n'est de radicalité, en tout cas on va dire de minimalisme, m'a beaucoup intéressé, puisque c'était l'idée de faire le maximum avec le minimum, hein. C'est ce que nous a appris aussi une forme de modernité dans l'art, sous forme ce qu'on pourrait appeler la réduction, mais ce n'est pas une réduction, mais c'est en tout cas, et ça les arts visuels sont très forts pour ça, c'est-à-dire comment finalement avec très peu d'éléments arriver à avoir des effets de levier émotionnels, sensibles, forts, le plus possible. Donc faire le maximum avec le minimum, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans l'art contemporain, qui utilise beaucoup aussi des matériaux pauvres, même des Marcel Duchamp, des formes existantes, hein, dans le réel, hein, on emprunte, hein, des formes existantes, on cadre par exemple, la question du cadrage, et qui finalement permettait aussi d'avoir presque une vision écologique des choses. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de moyens, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de technologie, de matérialité pour atteindre des formes de poésie, des formes d'ouvrir des récits, d'ouvrir des mondes en fait avec le minimum. Et il se trouve qu'aujourd'hui,
Alors, j'ai évolué dans mes intérêts, ou je les ai plutôt élargis d'ailleurs, parce que je reste très attaché à ces formes, on va dire, minimales. On a parlé de la performance, comment on fait de l'art finalement avec son corps, avec très peu de choses finalement. Ce qui reste une fois qu'on a tout, on n'a plus de matérialité, il reste le corps qui continue d'être expression. L'art conceptuel, remplacer ou en tout cas mettre l'idée en avant, l'idée plus que la matérialité de l'œuvre. C'est le cas avec certains grands et grandes artistes de l'art conceptuel. Et puis évidemment le minimalisme qui porte bien son nom, l'art minimal, c'est-à-dire un art qui finalement retrouve à partir des formes élémentaires des moyens de développer des imaginaires et de montrer autre chose dans ce qu'on croit connaître. Et ça aujourd'hui ça revient, je trouve différemment, même si évidemment mon champ de travail et mes intérêts ont grandi, se sont élargis, ça reste, je trouve, une question qui est très liée à la question écologique aujourd'hui, c'est-à-dire comment finalement on pense aussi une sobriété des choses, qui n'est pas du tout ni une réduction, ni une frustration, ni même on va dire un retour à quelque chose, mais qui est très très inventif, c'est-à-dire comment finalement on a une nécessité de faire des choses avec finalement le peu de moyens qu'on a. Et je trouve que les arts visuels notamment, et aujourd'hui c'est très important à l'heure écologique, on parle beaucoup on doit faire attention à je dirais, des ressources qui sont non pas infinies mais finies, et que les artistes sont peut-être les champions et les championnes de cette manière inventive de faire le maximum avec le minimum. En tout cas, j'aime beaucoup cette relation que vous avez, j'utilisais radical, vous utilisez singulier, mais disons à ce presque rien qu'on trouve évidemment dans l'art minimal, mais qu'on trouve aussi finalement dans la performance, où il ne reste que plus grand-chose que le corps, ou l'art conceptuel. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'art conceptuel, parce que finalement, quand vous parlez d'art minimal, on n'est pas loin, c'est aussi des périodes historiques qui sont assez proches. Et il y a un terme, l'art conceptuel, il prend toute sa force dans le white cube avec le parquet de bois et les murs blancs. Et à un moment donné, vous en faites presque un petit peu la critique quand peut-être les idées disparaissent, et vous utilisez le terme de fétichisme. Plusieurs fois, il revient dans vos conférences, cette idée du fétichisme dans l'art contemporain. On ne peut pas, en même temps, il est là aussi. À partir du moment où le fétichisme, c'est un rapport, on va dire, de désir avec un objet, c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans l'art contemporain, l'art visuel, les arts visuels en général, qui sont quand même sur le principe de l'œuvre unique. Donc on est déjà dans une relation assez fétichiste. On le voit, le marché de l'art fonctionne beaucoup là-dessus. Voilà, l'œuvre originale qu'il faut voir. Donc il y a une part de fétichisme. Et puis c'est vrai, alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé, le White Cube, c'est ce fameux livre de Brian O'Doherty sur Inside the White Cube, voilà, qui était l'idée de considérer finalement le White Cube aussi comme un modèle d'une fétichisation de cette sorte d'idéal on va dire de pureté, de ces murs blancs, qui est devenu une sorte de gimmick. C'est-à-dire qu'on n'imaginait plus, et même encore aujourd'hui, on est très marqué par ça, faire des expositions autrement que dans un white cube, avec des œuvres, je veux dire, qui viennent pointer ce white cube. C'est sûr qu'il y a cette question fétichiste dans l'art. Je le dis sans critique forcément négative. Je pense que le fétichisme fait partie des désirs qu'on a pour l'art. L'idée d'être devant une matérialité qui représente autre chose que ce qu'elle est, pour le coup, si c'est une définition du fétichisme. Et puis pour le coup, alors là, quand on parle d'art, de la performance, de l'art conceptuel, évidemment dont il reste peu de traces, c'est vrai que du coup les traces sont un peu fétichisées. D'ailleurs, je me souviens d'une exposition au Centre Pompidou il y a peut-être 20 ans à peu près, où on voyait Chris Burden, donc un artiste très connu de la scène américaine de la performance, qui montrait sur des petits socles des objets qui avaient servi à ses performances. Donc les petites clous qui avaient servi sur un moment où il se cloutait sur un véhicule. Je ne sais plus s'il y avait une balle de fusil qui avait servi. Enfin, je dis de mémoire, mais en tout cas. Et là, on était vraiment dans un côté très fétichisé, on pourrait dire presque des reliques. Là, pour le coup, il y a un côté assez chrétien, la relique, c'est-à-dire l'objet finalement banal qui devient une preuve. Voilà. Cette question du fétiche, elle est aussi très importante, puisque dans les arts, on est quand même sur quelle histoire on raconte à partir d'un objet qui peut avoir l'air banal. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et je crois que l'art, mais pas que l'art, toute la question de la collection fonctionne comme ça, le cabinet de curiosité, cet idéal aussi très occidental de la collection,
qui est vraiment fondée sur une forme fétichiste, c'est-à-dire l'objet qui finalement raconte une histoire, mais qu'on a chargé, un objet qu'on a chargé d'un récit. Il me semble que dans l'art, et notamment dans l'art moderne, hein, on a vraiment chargé les objets de sortes de fétiches, et je trouve très intéressant qu'on soit positivement critique de ça, de dire comment nous, en tant qu'amateurs, amatrices d'art, finalement, est-ce qu'on aime l'objet ou est-ce qu'on aime le récit de quel cet objet a été chargé, voilà. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Alors moi, j'ai plein d'histoires dans la tête, hein. J'ai beaucoup travaillé ça au Palais de Tokyo en 2018, quand on avait fait cette exposition avec Nel Beloufa, par exemple, où on avait beaucoup parlé de cette fétichisation des objets, parfois d'ailleurs qui peut aller vers le côté un peu faux, hein, le côté faussaire. Hein. Et une des références pour moi de cette exposition était, de ce sujet dont j'ai beaucoup traité aussi dans des conférences, dans des textes, hein, sur cette question de la fétichisation de l'objet presque relique. Hein. On montre cet objet avec ce livre de science-fiction de Philippe Cadic, Le Maître du Haut-Château, hein, qui est une sorte d'uchronie, c'est-à-dire un récit pensé si jamais la Seconde Guerre mondiale avait été gagnée par l'axe allemand-japonais, et qui à un moment, dans ce livre, il y a des gens qui font du trafic d'objets antiques d'avant, hein, la période, et à un moment il y a cette scène assez célèbre où quelqu'un montre un briquet, Zippo, tout à fait banal, et la personne touche le briquet, et il lui dit maintenant je vais te raconter l'histoire de ce briquet, il était dans la poche alors je ne sais plus si c'est Churchill ou Roosevelt, le jour où il s'est fait assassiner, et donc d'un seul coup, hop, la personne est très impressionnée par cet objet. Et je crois que nos rapports à l'art, et c'est très bien, fonctionnent aussi comme ça, c'est-à-dire des récits qu'on raconte sur des objets, et finalement, c'est ce qu'a essayé de dénouer Marcel Duchamp, hein, à partir d'objets banals, c'est-à-dire comment on charge l'objet banal finalement d'une aura qui peut être presque un peu mystique, hein, et c'est là où on touche la question entre mysticisme, fétichisme et relique, hein, c'est-à-dire l'objet devient presque, en tout cas magique ou auratique, parce qu'on l'a chargé d'une certaine histoire, d'un récit, et je trouve ça assez passionnant. En tout cas, on comprend qu'il y a véritablement, que ce soit en tant que critique, que conférencier, sur la partie critique, mais que vous raccrochez au commissariat d'ailleurs en disant finalement je faisais déjà des expositions, mais il n'y avait juste pas de transport et pas d'assurance.